France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce lundi 18 novembre, hier à Paris avait lieu une marche contre les islamistes à l'initiative des identitaires. On y a entendu des slogans racistes et islamophobes. Doit-on s'inquiéter de cette marche qui a réuni 300 à 400 personnes? On en parle dans un instant avec Rudy Kazi et Gamal Abina. À ne pas louper, et c'est aujourd'hui qu'elle démarre sa toute nouvelle chronique. Elle s'appelle Anna Guézard-Bocaz. Les rendez-vous d'Anna chaque lundi sur France Maghreb 2. Comme première invitée, venue spécialement de Tunisie, l'humaniste désignée présentatrice TV Anna Eleuch sera parmi nous dans les rendez-vous d'Anna, votre nouveau meilleur rendez-vous à 17h. Sans oublier le zapping et le quiz en fin d'émission. Le Grand Forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et ça s'appelle le Grand Forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur une seule et unique radio. Ça s'appelle France Maghreb 2, évidemment. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Et aujourd'hui, c'est une grande première pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Anna Guézard-Bocaz. Elle sera avec nous tout à l'heure. Et chaque lundi, elle aura pour mission de nous amener un invité. Aujourd'hui, c'est une invitée qui est venue d'ailleurs, messieurs, sachez-le, spécialement de Tunisie. Et on va faire connaissance avec cette grande influenceuse, designer, etc. Vous allez voir vraiment un beau portrait que l'on va découvrir tout à l'heure avec nous sur France Maghreb 2. Pour m'accompagner durant toute l'émission, Gamal Abina, MDC. Comment ça va, monsieur Gamal Abina? Très bien, toi, Christophe. Monsieur Rudy Kazi, les forces républicaines, il est là. Rudy, comment ça va? Très très bien, merci à toi. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Alors, vous vous souvenez que le 10 novembre dernier, il y avait la marche contre l'islamophobie qui avait réuni entre 20 et 30 000 personnes à Paris. Et la semaine hier, en guise de réponse peut-être, organisée par Génération Identitaire, la marche contre les islamistes qui a démarré de d'Enfer Rochereau hier. Alors pour vous dire tout de suite, ça a été un véritable flop. Entre 300 et 400 personnes étaient venues chanter des chants racistes, des slogans racistes et islamophobes. Doit-on s'en inquiéter? C'est la question que l'on vous pose. Vous êtes quand même plus de 60% à penser que oui sur Facebook France Maghreb 2. Sur Twitter pour voter également le Grand Forum FM2 pour nous appeler au 01 40 33 9000. Alors parmi les slogans, c'était ici on n'est pas en Algérie, dehors les islamistes, etc. Donc on avait l'impression que les nostalgiques de l'Algérie française étaient de sortie hier. Bon, heureusement ils étaient pas très nombreux, 300, 400. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Gamal? Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce que ceux qui votent le Front National sont pas très courageux. Donc si on commence à avoir des... Soutenus par le Rassemblement National, oui, bien sûr, précise. Ça va de soi, c'est la même famille politique. Faut pas oublier Vardon qui a rejoint le Front National. Tout ça, il y a des ponts évidents. Mais ce qui est intéressant de l'histoire, c'est que on sait que les frontistes sont pas très courageux. Donc qu'il y ait eu 400 personnes dans la rue en plein hiver, dans les conditions les plus dures quand même, à Paris, une semaine après, manifestation contre l'islamophobie, ça traduit quand même une montée de tension qui n'est pas anodine. C'est-à-dire que 400 personnes, ça faisait quand même 30-40 ans qu'on n'avait pas vu des gens aussi importants se réunir sur des thèses racistes. Et là on parle beaucoup d'islamophobie, mais leur premier message, il est à destination des Algériens. On veut pas d'Algériens en gros, parce qu'ils disent les islamistes, on sait que les islamistes chez eux c'est les Algériens. Ils parlent de remigration, c'est le fameux slogan de l'extrême droite. Il faut que ces immigrés, donc tout le monde, pas seulement les enfants d'immigrés, les immigrés eux-mêmes ou ceux qui viennent d'arriver, mais tous ceux qui sont d'origine africaine en général repartent. Et les questions qui se posent aujourd'hui, c'est pas de savoir s'ils étaient nombreux, c'est qu'ils sont déterminés. C'est ça qui est inquiétant. 400 personnes comme ça, c'est très très inquiétant en vérité. Rudy, est-ce que c'est inquiétant de voir 300 à 400 personnes reprenant les thèses les plus racistes, qu'on peut aussi lire de manière quotidienne sur Twitter? Ils sont très forts derrière leur clavier. Ils étaient de sortie hier dans les rues de Paris. Non, c'est inquiétant, mais pas uniquement parce qu'ils sont réunis hier. La réalité, c'est qu'ils pourraient se réunir ou ne pas se réunir. On sait en fait qu'ils sont présents et surtout qu'en ce moment, il y a quand même une résurgence de cette idéologie raciste entre guillemets, mais surtout qui fait un peu peur du fait que elle s'intellectualise en fait de plus en plus, elle se conceptualise en fait, et c'est ce qui fait peur en fait, parce que développer, enfin en tout cas faire ressurgir du passé des intellectuels qui ont fait effectivement la pensée de l'extrême droite hier, mais les ressusciter entre guillemets aujourd'hui avec des gens qui
sont pas très cultivés pour certains, mais qui ont quand même leur culture d'extrême droite et qui pour certains essaient vraiment de pousser la réflexion plus loin. C'est ça qui fait peur en fait. Et comme on est un pays qui avons tendance à exalter l'intelligence, c'est pour ça que des Zemmour ont pignon sur rue, c'est qu'ils sont intelligents, mais ils ont pas la bonne idéologie. Ils ont une idéologie plutôt raciste en fait. Donc ce qui fait que on a un peu du mal en fait à les discréditer parce que on les voit arriver avec une certaine réflexion. Voilà. Donc après effectivement il faut s'en méfier, mais surtout comme je dis moi toujours, il faut toujours s'intéresser aux causes des choses pour pouvoir mieux les combattre. Il y a une hypocrisie à ce sujet. Mais il y a quand même quelque chose d'assez terrible en ce moment. On a l'impression finalement que politiquement le président Emmanuel Macron est en train de préparer d'ores et déjà son second tour face à Marine Le Pen. Non, vous n'avez pas l'impression? Ah oui, bien sûr. C'est évident. Bah oui, depuis l'arrivée des Gilets jaunes, c'est ce qui a pointé son nez avec tout droit sorti de son chapeau le grand débat pour pouvoir contrer les Gilets jaunes. Bon, en même temps, ce grand débat avait existé grâce aux Gilets jaunes. Non, c'est fini. Ah non, ils sont là. Ouais. Ils sont présents. Beaucoup moins nombreux que l'année dernière quand même. Ouais, mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que lorsque les sondages présentaient à peu près 60%, 70% de la population qui était pour les revendications des Gilets jaunes, j'ai toujours dit en fait que même si les Gilets jaunes rentraient chez eux, en tout cas une partie des Gilets jaunes rentraient chez eux, la population soutenait quand même les Gilets jaunes. Voilà. Donc ça veut dire en fait que même si les sondages ont baissé en termes de satisfaction pour les Gilets jaunes, ça veut pas dire que les gens sont d'un coup en fait les conditions de vie se sont améliorées, pas du tout. La réalité c'est que on attend en fait qu'il y ait un croisement de différentes colères qui vont venir en fait se joindre à celle des Gilets jaunes pour qu'il y ait une résurgence, mais au moins, enfin quelque chose de plus ou moins transformé. On sait que là en décembre il va se passer des choses assez importantes en France. Le 5 décembre est redoutable. Ce qui fait réfléchir quand même, c'est quand même la concomitance des manifestations et l'accélération de l'histoire. Je rappelle quand même qu'en moins de 15 jours, on a eu droit à 3 manifestations diamétralement opposées. On a eu droit aux manifestations contre l'islamophobie consécutives au développement de la haine qui s'est fait dans les médias. Ouais. Ensuite, on a eu droit aux manifestations des Gilets jaunes qui ont été évidemment, et c'était attendu, violentes, puisqu'il y a eu une gestion de la place parisienne qui était calamiteuse avec la on peut faire une petite parenthèse parce que la préfecture de police de Paris qui autorise une manifestation sur la place d'Italie qui est en plein travaux, c'est-à-dire à disposition tous les matériaux de chantier. Bien sûr. Et c'était pas, franchement, chercher un petit peu avait prévenu qu'il y avait trop de travaux et qu'il fallait pas. Et en plus, la demande de manifestation n'avait pas été faite à cet endroit. Hein. Non, mais c'est eux qui l'ont choisi. Mais il y a un truc. D'abord, ça a été interdit par Monsieur l'Allemand à la dernière minute, ce qui est quand même pas normal. Ouais. D'ailleurs, il respecte pas la loi parce qu'on n'interdit pas à la dernière seconde une manifestation. Sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Et là, pour le coup, il y avait. Non, c'est a posteriori qu'il y a eu. C'est pas avant. Faut pas mélanger. Non, à partir du moment où il a interdit. Tôt dans la journée, ça a commencé à chauffer. Voilà, ça a chauffé. Et là, c'est là que la décision est tombée. J'entends bien, mais n'importe qui peut faire brûler une voiture. Il faut quand même un minimum de sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'encadrer une manifestation. On a défoncé les portes du centre commercial. On a saccagé quand même. Ça, c'est la conséquence de l'interdiction. Avant, il n'y avait pas ça. Est-ce que c'était les Gilets jaunes ou les Black Blocs qui sont là pour foutre le ou d'autres d'ailleurs, c'est pas n'importe qui. Mais ce qui est sûr, c'est que je parlais de concomitance parce que anti-islamophobie. Ensuite, les Gilets jaunes, c'est violent. Et ensuite, on a l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a une convergence. Quel climat? Mais c'est une convergence inquiétante parce que d'un côté il y a les revendications sociales qui s'expriment violemment, de l'autre côté il y a les revendications antiracistes parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'islamophobie, et pour finir les revendications racistes qui voudraient faire le pont avec les Gilets jaunes. Et ça se fait ça en 15 jours, c'est ça, il y a un climat qui est lourd, pesant et en plein hiver en plus, on commence à rentrer dans l'hiver quand même. On accueille Oumar qui est avec nous parce que les auditeurs dans cette émission, vous le savez, ont la parole, c'est la liberté d'expression, le peuple a la parole dans le grand forum tous les jours avec Oumar qui nous appelle d'Aulnay-sous. Salut Oumar. Salut, je m'incruste dans votre discussion. Ah ben oui, tu fais bien, mon ami Oumar. C'est une discussion pas contre nous, c'est avec vous. Tout ce que nous partageons ensemble, nous débattons quotidiennement, Oumar. Bien sûr. Déjà, pour moi, le nombre ne veut absolument rien dire, comme a pu le dire l'un de vos chroniqueurs, dès lors que nous sommes plus nombreux qu'eux, à l'inverse, moins efficaces en dehors de l'exercice des manifestations. Leur force réside dans la faiblesse causée par nos divisions et notre crise spirituelle en réalité. Alors, autant ils ont été dans une expression de la démocratie à travers une marche et une mobilisation, autant les slogans scandés à travers lesquels ils se sont galvanisés renvoient une haine particulière envers une partie de la population française, puisque combiner islamisme avec le fait d'être algérien traduit autant leur volonté de combattre l'islam, pas le terrorisme, que de combattre les Arabes. Toutefois, Christophe, les identitaires ne sont pas notre baromètre. Ce sont pour la plupart des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie et qui y ont trouvé un sens dans la haine contre les musulmans. Reste qu'ils sont moins dangereux
que les politiques qui font la pluie et le beau temps dans ce pays et qui prônent leurs pensées. Alors ça c'est intéressant Omar, ce qu'il vous dit là. Il dit que ces gens-là sont beaucoup moins dangereux que les politiques qui finalement sont des pompiers pyromanes. C'est ce que dit Omar, hein, Gamal. Mais il a raison, mais il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue. On dit pas qu'ils sont dangereux puisque le chiffre était marginal. Ça reste un groupuscule. On dit qu'ils sont dangereux parce que c'est un thermomètre qui indique la température générale et l'ambiance générale. Si 400 fachos, c'est comme ça qu'il faut les appeler, sont capables de battre le pavé à Paris de façon totalement légale et autorisée, ça veut dire que ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de mobilisation. Moi je me rappelle à l'époque c'était Occident qui faisait en 70 qui foutait la pagaille. Aujourd'hui on a ces gens-là qui reviennent et surtout ce qui m'inquiète c'est qu'ils sont très jeunes, c'est pas des vieux. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est vrai. Et puis en plus, ils manipulent aussi l'opinion parce que ils viennent pas frontalement, en tout cas dans la presse, dans leur communiqué de presse entre guillemets, ils viennent pas frontalement en disant oui, on veut pas de ceci, on veut pas de cela. Non, ils disent que nous on manifeste contre le fait qu'il y ait des politiques qui se soumettent, soi-disant aux islamistes, etc. Donc mais ils sont dans leurs droits. Ah oui, tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est surtout les politiques qui ont la capacité, le pouvoir d'imposer ces idées-là, en fait. Eux, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer ces idées. Surtout quand on voit la proximité avec le Front National, Génération Identitaire, ceux qui ont organisé le truc. Mais après, ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que les politiques, bon, entre guillemets, ceux qui sont proches de ces idées ou qui le sont, mais d'un point de vue hypocrite sans l'annoncer réellement, effectivement, ce sont eux qui entretiennent les choses parce que ils surfent en fait sur le clivage qui existe. Bon, encore et pas, enfin, même si c'est vrai que Macron a sauté ce clivage, mais en même temps, il en a récupéré une partie parce que il est bon en fait quand on est de droite d'être effectivement soi-disant pour une nationalisation et quand on est de gauche pour une forme de clientélisme social à l'endroit en fait des populations qui sont un peu comme nous mais sans jamais bouger les choses en fait dans le concret. Donc la réalité elle est là aussi, c'est que des situations ne bougent pas à cause de cet immobilisme politique à des fins électoralistes qui servent uniquement leurs intérêts en fait. Et puis il y a une chose il faut pas perdre de vue le leader des identitaires s'appelait à l'époque c'est un niçois, Philippe Vardon. On l'a vu aux dernières élections avec le Front National, je l'appelle comme ça à nouveau. Philippe Vardon a rejoint le Front National. Donc Philippe Vardon c'est pas seulement le leader d'un groupuscule, c'est aussi, comme je le disais, un indicateur très fort de la future politique menée par le FN. Et autre chose, ce que les gens n'ont pas fait noter suffisamment, c'est que il réhabilite les gens. Oui, absolument. Mais c'est la jeunesse qui rejoint le FN, les FNJ pour le coup. Et surtout, il faut une chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est quand même, dans le mouvement, il y avait les drapeaux français évidemment, parce qu'ils se réclament de la francité absolue. Mais surtout, il y avait aussi des drapeaux, je rappelle quand même royalistes. Ça, c'est plus inquiétant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un pacte. Donc, en fait, si j'ai bien, pour résumer un petit peu vos propos, messieurs, c'est inquiétant, même si le nombre est marginal, et le fait de voir justement des jeunes au sein de cette manifestation, c'est aussi très inquiétant. Absolument. Et ces fameux drapeaux royalistes. Merci Omar, s'il n'y a rien d'autre à rajouter, on y va? En fait, je voulais juste rajouter un dernier point rapidement. Ce qui m'inquiète aussi dans cette affaire, c'est surtout la réaction des musulmans, qui doit d'une part être intelligente, dénuée de passion et d'émotion, et ne doit pas être ça c'est important. Merci Omar. Par contre, moi ce qui m'inquiète, merci Omar en tout cas, 01 40 33 9000, ce qui m'inquiète moi, c'est que vous n'êtes pas sans savoir quand même que les médias ont déblatéré comme pas possible en scrutant le moindre faux pas de la marche contre l'islamophobie. Pour ce qui est des gilets jaunes, c'est la répression à outrance. Pour ce qui est de la manifestation contre les islamistes, pas un mot dans les médias, messieurs. Vous comprenez ça, vous? Ouais, parce que je pense qu'il y a pas eu suffisamment de monde pour qu'ils en parlent en réalité. Mais après, est-ce que oui, après on peut toujours penser qu'effectivement les médias ont fait le choix éditorialiste en fait de pas en parler parce que ça va arranger, on va dire, génération. Les slogans sont graves, Rudy. Voilà, mais les slogans sont terribles. Oui, c'est vrai, sur les slogans effectivement ils auraient pu en parler. Après, je pense que le prétexte, moi je vais pas en fait te dire qu'effectivement ils ont fait exprès parce qu'ils sont de mèche, ce serait quand même un petit peu fort de café, mais en tout cas ça les arrange de pas en parler dans le sens où ils étaient pas très nombreux, donc pas très représentatifs, quoi. Je pense non, il y a un truc, il faut être très clair. Les slogans ne sont pas graves en vérité. Comment ça, ils sont pas graves? Nous, on les trouve graves parce qu'on a compris qu'ils ciblaient les Algériens en priorité. Oui. Mais c'est les petits malins, ils sont quand même conseillés par les avocats. La plupart des slogans qu'ils ont relevés, c'est quoi? C'est les slogans anti-islamistes. Ils ont même pas parlé d'islam, ils disent islamistes. Ils parlent toujours d'islamisation des quartiers. Voilà, donc ils sont en train de développer un discours qui est un discours qui serait républicain. Et puis je rappelle quand même, ils étaient 400, il n'y a pas eu de casse. Parce que ces gens-là, ils vont pas bouger
ils vont pas bousculer même une fleur dans la rue. Ils font tout faire pour donner une image de respectabilité afin de pouvoir reproduire ce genre d'action publique. Il y en a pas eu non plus le 10 novembre. La diabolisation aussi. Non du tout. Mais pourtant il y avait 30 000 personnes dans les rues. Le 10 novembre, la différence c'est qu'il était obligatoire qu'il n'y ait pas de casse chez nous. C'est normal puisqu'on est les gens incriminés. Alors que eux ils incriminent, donc ils sont en posture de offensive et pas défensive, et ils ont tout intérêt à ce que la police leur soit favorable. Et la police leur est favorable. Samir du 95 est avec nous, 01 40 33 9000. Vous continuez de voter évidemment. Est-ce que c'est inquiétant selon vous? Facebook France Maghreb 2, Twitter le Grand Forum FM2. Samir, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je reviens, je vous rejoins complètement. Bien sûr que c'est inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on peut être raciste et faire une manifestation en plein Paris. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont à Paris. Ils sont pas dans un canton perdu. Ils sont pas à Nice, aujourd'hui, ils se donnent la peine de venir sur Paris et de lancer des slogans. Même s'ils utilisent le mot islamiste, c'est une chose, mais à partir du moment où ils nomment algérien ou pas, moi je dis que c'est très très dangereux. Donc si on laisse faire, eh ben on va aller droit au mur. On va encore avoir des gros soucis et encore des soucis toujours à se justifier. Non, moi je dis qu'il faut répondre. C'est tout. Il faut faire une manifestation. Comment répondre, Samir? On répond de quelle manière? Il faut se rassembler, et puis bloquer, c'est-à-dire bloquer toutes les infrastructures pour qu'on puisse nous entendre pendant une semaine. Marche contre marche, ouais. Bon, d'accord. Vous savez, depuis 5 mandats présidentiels, on n'a pas arrêté avec les musulmans, on n'a pas arrêté avec les non-musulmans, surtout les musulmans. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter, il faut bloquer pendant une semaine. On va manger des pâtes, c'est pas grave, mais encore faut-il le faire. C'est bon les pâtes. Parce que c'est très grave, c'est très grave. Aujourd'hui, on a notamment qui a rien à voir, bien sûr, le lynchage des femmes de H24. Ça, c'est moins important. C'est moins important que le voile. Et le voile, et les musulmans, et ceci et cela. Et je dis qu'il faut arrêter, il faut se prendre les mains. Il faut y aller, c'est tout. Bon, on y va alors. Merci beaucoup, mon Samir. À bientôt et bon après-midi à toi du côté du 95 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes vous inquiet par rapport à cette manifestation qui s'est déroulée hier avec des slogans ultra racistes, islamophobes dans les rues de Paris, même s'il n'était que 400. Le nombre est quand même assez faible. Donc moi quelque part ça m'a un peu rassuré parce que aller lire sur Twitter pendant des semaines, on avait l'impression que ça allait être la marche qui allait attirer des milliers de racistes et de fachos dans les rues de Paris. Bon, il y en a quand même 400. Kamal est inquiet, Rudy aussi, pas mal d'auditeurs aussi. Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 et vous nous appelez aussi 01 40 33 9000. C'est votre numéro de téléphone, celui qui vous permet d'accéder à l'antenne le plus simplement du monde. Je veux dire, trouvez-moi une radio où vous appelez et vous passez directement. On vous demande rien du tout, si ce n'est votre prénom et votre ville d'appel et vous passez à l'antenne. Cherchez, il y en a pas. Voilà, c'est France Maghreb 2 évidemment. La liberté ici encore. Une valeur, oui, la liberté a une valeur, c'est au quotidien, ça s'appelle le Grand Forum avec Abina Gamal et Rudy Kazi. Messieurs, alors sur ce silence médiatique, mais aussi la non-réaction politique aussi, parce qu'elle est importante à signaler. Je veux dire, on est tous les politiques, justement, n'hésitent pas à s'exprimer parce qu'on leur pose des questions sur la marche contre l'islamophobie à Paris. Ils réagissent, ils y vont tous de leur petit couplet. Et hier, rien du tout, quoi, rien, nada. On a l'impression que le français moyen n'était même pas au courant de ce qui se passait à Paris, quoi. Ouais, j'ai l'impression en fait, moi j'ai plutôt l'impression que les politiques ont des facilités à répondre à ce genre de choses lorsqu'elles font polémique en fait. Alors comme les médias ne s'en sont pas saisis pour en faire une polémique ou en tout cas pour ne serait-ce que pour attirer, parce que les médias ont souvent tendance à fonctionner avec du sensationnalisme et pas souvent avec en tout cas une idéologie bienveillante. J'ai tendance à penser, tandis que là ça aurait été l'occasion quand même de dire bon, attention quand même, parlons-en pour dire que ça va dans tous les sens et ça aurait convoqué les politiques à en parler. Mais ils font venir des politiques sur les plateaux pour leur parler d'autres choses, donc à moins que les politiques fassent des tribunes en sens, ils en parleront pas eux-mêmes, quoi. Mais pourquoi il faudrait qu'ils en parlent d'abord? Faut être logique. L'ambiance générale aujourd'hui, c'est une ambiance d'islamophobie qui est actée. Soit par les laïcs qui ont peur, et les laïcs on peut les comprendre parce qu'ils s'inscrivent dans une démarche, on dirait une démarche institutionnelle. Ensuite il y a les laïcards, donc c'est les fervents obsessionnels de la laïcité, qui eux sont dans une démarche offensive et non pas défensive. Et pour finir, il y a l'extrême droite qui pèse 35% aujourd'hui, et pratiquement 40% d'après les projections, aux élections. Donc on a tout intérêt à ne pas taper sur ceux qui dénoncent l'islamisme, parce qu'ils sont malins, ils ont bien parlé d'islamisme, ils n'ont pas parlé d'islam. On a tout intérêt à rien leur dire, ils se comportent bien, il n'y a pas de casse, ils sont
structurés, organisés. Ils sont que 400, ça reste un groupuscule. On va pas leur faire leur pub. Et en même temps, l'idée générale qu'ils défend, elle est actée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que l'islamisme et l'islam peut poser problème à la République française. Mais est-ce que vous comprenez, pardon, on sait qui c'est quand même. On sait que c'est génération identitaire, donc. Est-ce que vous comprenez que les gens en ont ras-le-bol qu'on parle de religion en longueur de journée? Bien sûr. Il y a quand même 70% des gens dans ce pays qui ne croient en rien. D'accord, qui sont athées, ce qu'on appelle des athées. Et ils en ont ras-le-bol aussi qu'on leur parle, qu'on les bassine de problèmes liés à la religion à longueur de journée. Donc on est en train, si vous voulez, de radicaliser une catégorie contre une autre, etc. Donc tout le monde est en train de se recroqueviller dans son coin. Et c'est ce qu'on est en train de faire, du communautarisme à outrance, que ce soit du communautariste musulman ou laïcard ou quoi que sais-je. Et on va tout droit, je veux dire, alors que normalement la seule communauté qui nous intéresse, c'est la République, c'est la communauté nationale. Et c'est là qu'on devrait tous se rejoindre. Salut Abdel. C'est pas Abdel, mon brave Christophe. Ah pardon, non, c'est Karim. Salut mon Karim, comment ça va? Ça va et toi l'ami? Bon, ça va très bien Karim. Bon, moi j'appelle parce que je voudrais pas mourir idiot et je voudrais vous poser une question. Ah bah, vas-y, je t'en prie. Parce que moi, écoute, quand j'allume la radio, la télé, etc., je n'arrête pas de voir que porter un hijab, c'est islamiste, faire le ramadan, c'est islamiste, appeler son fils Mohamed ou sa fille Zora, c'est islamiste, manger halal, c'est islamiste, fréquenter la mosquée, c'est islamiste. Alors, tout le monde est pour la guerre contre l'islamisme. Donc, autrement dit, si j'ai bien compris, et rectifiez-moi si je me trompe, en fin de compte, la lutte contre l'islamisme, c'est tout simplement la lutte contre l'islam et la pratique de l'islam. Donc, si je comprends bien, il y aura de l'islamisme tant qu'il y aura un islam qui se voit, et il n'y aura plus d'islamisme quand il y aura un islam qui se voit pas. Alors moi, je pose la question, comment peut-on être musulman en France tout en étant transparent? Alors, ça serait bien que les autorités nous disent comment faire, parce que s'il y a une recette, moi je veux bien l'adopter, parce que ça commence à bien faire, hein, cet islamisme dont tout le monde parle et personne n'est capable de le définir, mais en fin de compte, quand vous entendez dorénavant le mot islamiste, sachez bien que c'est le mot musulman qu'il y a derrière. Et c'est une manière légale, c'est-à-dire sur un plan pénal, de livrer sa haine contre les musulmans, mais de manière légale et non attaquable sur un plan juridique, tout simplement. Qui veut répondre à Karim? Non, je voudrais juste finir. Ouais. Moi, je crie vive le communautarisme, parce que moi, je me sens bien au sein de ma communauté, je me sens bien avec des musulmans, j'adore manger avec des musulmans, j'adore fréquenter des musulmans, j'adore donner des noms musulmans, et je comprends pas pourquoi les homosexuels sont réunis en communauté, les paysans, les féministes, les juifs, et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir mon babouin? Je crie vive à condition, bien sûr, que cette communauté ne soit ni contre la République, ni contre les lois de la République, et que cette communauté considère que les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses. Mais à partir de là, moi je me sens bien dans ma communauté et je crie vive le communautarisme. Merci voilà. Karim. Alors réponse de Gamal. Répondre rapidement, oui. D'abord, il y a une communauté qui est considérée comme étant la communauté nationale, qui est constituée de plusieurs communautés, de multi-communautés. Il n'y a pas de communauté homosexuelle, ça c'est pas possible de dire ça, parce que le seul endroit où on voit une concentration un peu homosexuelle, c'est dans le quartier du Marais. Sauf que la France a les homosexuels partout, et c'est le seul endroit où on les voit. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. On parle toujours de lobby LGBT, ça, ce genre de proposition n'est pas vrai. Il y a juste des gens qui sont et qui vivent leur homosexualité souvent cachée. Ensuite, la question des communautés, elles existent évidemment, c'est ce qui constitue un tout. Hein, je veux dire, on est tous des communautés. Par contre, il faut quand même se rappeler qu'il y a une époque en France, et moi je l'ai connue cette époque, qui était une belle époque d'ailleurs, où on avait ce qu'on appelait la mixité sociale et surtout la mixité intracommunautaire et extracommunautaire, c'est qu'on était dans les quartiers qui connaissaient cette fameuse mixité, ce qui permettait à nous qui venions avec des parents qui n'étaient pas lettrés, de pouvoir nous aligner sur un certain modèle d'Européens qui étaient déjà bien lettrés, et de voir des modèles de réussite qui nous motivaient à réussir. Alors que quand on nous enferme dans une communauté de gens qui sont dans l'échec, et malheureusement, les gens qui sont pas, les parents pas éduqués peuvent pas donner une belle éducation aux enfants, il n'y a pas de modèle à copier, et ça devient l'échec qui se reproduit. On appelle ça la reproduction de l'échec contre une reproduction d'élite qui existe dans le 16e par exemple. Donc faut jamais dire vive la communauté, c'est pas vrai, vive toutes les communautés. Moi je suis dans cet absolu. Et de l'autre côté, notre faiblesse, si demain les musulmans devenaient bouddhistes,
on développerait la bouddhistophobie. Voilà, c'est clair. Le problème, c'est pas l'islam, la question qui se pose, c'est ceux qui portent la religion et qui viennent d'Afrique. Et cela pose vraiment problème. Donc la question qui se pose, c'est vraiment une question de racisme déguisé. Donc moi, j'invite toujours les gens à se poser la question de savoir pourquoi il y a une obsession de l'islam aujourd'hui, alors qu'en 70, on s'en foutait complètement de l'islam. Ouais, Rudy, peut-être à la réponse. Oui, et puis pour emboîter le pas, ça nous ramène en fait à la question en fait même de l'assimilation. Lorsque par exemple dans les années d'avant-guerre et même d'après-guerre, on prenait le modèle de l'assimilation, c'est pas pour autant que ceux qui arrivaient en France, notamment à cette période, qui étaient assimilés, ne subissaient pas le racisme en fait. Donc l'assimilation, c'était un moyen pour eux en fait de casser un communautarisme qui portait pas encore son nom, mais in fine, il n'y avait pas d'aboutissement en réalité à à faire réellement société et faire corps en fait avec la France. Donc le problème, c'est que le communautarisme existe de fait dès lors qu'on crée une hiérarchisation entre les races, parce que si certains se voient supérieurs à d'autres, c'est bien parce qu'ils veulent rester entre eux, et l'entre-soi, c'est aussi l'assurance d'avoir une reproduction d'élite. D'une certaine forme d'oligarchie. Donc parler en fait de communautarisme, effectivement, c'est tellement hypocrite en fait que ce communautarisme il existe déjà, et il est dénoncé par les personnes qui le pratiquent. Maintenant, après, je pense que c'est pas en leur opposant un autre communautarisme qu'il faut réfléchir. Je pense qu'il faut ouvrir en fait son cœur en fait à la nation, pour pas se voir reprocher des choses en fait qu'on n'est pas ou qu'on ne souhaite pas, tout en dénonçant les réalités qu'elles soient du passé ou présentes de la France actuelle. Dans un instant, on est de retour très vite avec vos appels, si vous le souhaitez, pour nous dire si vous êtes vous aussi inquiet de ces manifestations, de cette marche qui a eu lieu hier à Paris, qui a réuni 300 à 400 personnes avec des slogans racistes et islamophobes. Ici, c'est pas l'Algérie, dehors les islamistes, dehors les fiches S, etc., etc. Les Algériens et l'islam, ou plutôt les islamistes, en ont pris plein leur grade hier à Paris. Inquiétant ou pas, le nombre 300 à 400, marginal, mais quand même, on s'en inquiète, on se pose la question avec vous. Et à suivre, c'est le premier numéro des Rendez-vous d'Anna. Ça sera tous les lundis désormais à 17h dans cette émission Le Grand Forum. Anna Guézard-Boicaz qui sera avec nous dans un instant avec son invité venu spécialement de Tunisie. Oui, elle s'appelle Hanan Elech. Elle sera avec nous dans un instant, designer, entre autres, présentatrice TV aussi, et une influenceuse dans le monde arabe qui sera avec nous dans un instant. Ça se passe ici évidemment, c'est le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2. Calibre 40-70, traitement antigerminatif après récolte, pommes de terre de consommation à chair ferme, diverses variétés disponibles selon supermarché, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez sûrement en savoir plus. Alors je vous dirais que c'est 3 ans de contrat d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures récentes certifiées BMW Premium Sélection. Et là, je comprendrai votre envie d'aller très vite en concession BMW, car les occasions éphémères BMW, c'est maintenant et jusqu'au 15 décembre seulement. Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion dans les concessions participantes jusqu'au 15 décembre. LOA avec droit légal de rétractation. Détails sur bmw.fr. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb. En direct sur France Maghreb 2, votre réelle et seule émission de liberté d'expression. On peut franchement ne pas se priver à le dire. La seule émission de liberté d'expression sur la bande FM, c'est ici, c'est le Grand Forum, c'est tous les jours entre 16h et 18h, pendant que sur les autres radios on vous met soit de la musique ou on vous met du sport ou les grosses têtes. Nous ici on est sérieux, quoique des fois on est un peu moins sérieux, surtout quand Gamal Abina est dans le quartier. Gamal Abina effectivement est là aujourd'hui en ce lundi avec Rudy Kazi, et on s'interroge sur cette marche qui s'est déroulée hier, la marche contre les islamistes. C'était à Paris hier. Effectivement il y avait pas beaucoup de monde, on parle pas de milliers, non, 300 à 400 personnes qui ont crié des slogans ultra racistes et islamophobes. Est-ce que cela vous inquiète? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Gamal Abina et Rudy Kazi ont donné évidemment leurs avis qui nous intéressent forcément, et vous, amis auditrices, auditeurs, vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous êtes plus de 60% à penser que oui, c'est inquiétant. Je suis assez surpris, moi,
moi, parce que je me disais 300-400 personnes, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Et puis là, vous m'avez fait un petit peu douter, Monsieur Abina. Mais oui, parce que encore une fois, c'est un thermomètre. C'est-à-dire que si on a 400 personnes qui ont le courage de sortir dans la rue, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, en termes de voix, parce que finalement, c'est un indicateur qui est quand même pas anodin. C'est en cela que je dis que c'est inquiétant. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu on a vu déjà des réunions identitaires dans des salles. Ouais. Mais là, se manifester au grand jour, en pleine journée, dans le 15e, ils ont pas pris trop de risques, mais quand même. Dans Ferrochereau. Oui, ouais. c'est dans le 15e, ils étaient bien protégés en famille, quoi. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont sortis à Paris, au cœur de la capitale. Et ouais, ça, c'est plutôt, à une semaine, en plus d'une manifestation, c'est pas anodin. Ouais. Amar de Tremblay en France. Vous connaissez Tremblay en France, 93, évidemment. Bonjour Amar. Comment ça va, mon Amar? Bonjour Christophe et bonjour Gamel et à toute l'équipe. Hein. Bonjour Amar, oui. Oui, c'est pour parler des identitaires. Personnellement, je suis désolé. Je suis énormément surpris de la manière qu'ils ont pris ça les médias. Ils n'en ont pas parlé. Parce que nous, quand on avait défilé, on a fait la manif, on les a scrutés, moindre truc, on les a scrutés. Hein. On a trouvé un petit détail, un petit défaut. Et eux, ils se permettent de critiquer, surtout l'Algérie. Ça va voir quoi, l'Algérie? Absolument rien. L'Algérie avec ce qu'ils nous ont sorti, islamistes, il n'y a pas de rapport. Aucun rapport. Ouais, on en a parlé effectivement avant la pause tout à l'heure. On s'est interrogé, je me suis interrogé sur le silence médiatique. Parce que la manif, moi je suis allé à la manif, je suis désolé, hein, c'est très 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 bien passé. Hein. Et même j'étais très surpris. Hein. Moi j'étais avec mes frères, j'étais avec mes neveux, mes nièces, on était en famille. J'ai rencontré des gens là-bas, des Français de souche. J'étais très surpris, énormément. Juifs, alors qui pas. Alors là j'étais encore plus étonné. Le drapeau palestinien, le drapeau algérien, côte à côte. C'était une super manif, hein. Il n'y a pas eu de débordement, rien du tout. Alors nous a cherché... Le drapeau algérien, il est partout, hein. Même en Australie, au fin fond de la Patagonie, il y est. Hein. C'est un drapeau international, là, celui-là. C'est ça, ouais. Oui, voilà. S'il n'y est pas, c'est inquiétant, justement. C'est ça qu'il faut se dire. C'est top. Ils veulent nous faire, à mon avis, pour moi, les identitaires, là, ils nous ont sorti Algérie, retourner en Algérie. Je pense qu'ils ont fait le rapprochement par rapport à la manif, parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Non, même pas. Je pense que c'est vraiment des nostalgiques de l'Algérie française, hein, pour le coup. Le soleil de l'Algérie leur manque assez. J'allais dire une insulte, mais je vais me retenir. Non, on va se calmer. Ouais. Et ce qui m'a surpris énormément, c'est aucun politique n'a dit un mot. Ouais. Parce que quand même, pour moi, c'est un niveau grave, hein, qui se permettent de dire comme ça des choses. Hein. Bon, merci mon Amar. En tout cas, t'es inquiet aussi, donc tu fais partie de ces 60% quand même qui sont inquiets vis-à-vis donc de cette marche qui s'est déroulée hier à Paris. Évidemment, bon, je pense qu'on aura l'occasion de peut-être pas en reparler. Du moins, je l'espère. Ça voudrait dire que ils sont passés sous silence. Et ça serait bien ainsi d'ailleurs. Merci d'écouter France Maghreb 2. C'est avec Gamal Abina que nous sommes avec Rudy Kazi. Yes. Et il va falloir aussi vous habituer à une voix puisqu'elle sera là tous les lundis. C'est Anna Guézard-Boicaz. Voici les rendez-vous d'Anna. C'est le premier rendez-vous en ce 18 novembre. C'est parti. On y va. Hop, avec le jingle qui veut bien démarrer. C'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Chaque fois, ça part en live. Voilà, quand il faut. On y va. Jingle. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Boicaz, bonjour Anna. Bonjour Christophe. Je suis ravi de t'accueillir. C'est moi qui suis fière vraiment et très honorée. Et bonjour à nos chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Qui est Anna Guézard-Boicaz? Alors moi, je suis présentatrice télé, animatrice radio. Oui. J'étais dans la presse écrite. J'ai créé mon magazine il y a quelques années en Algérie qui s'appelait DZ People et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle tout en restant dans les médias, ce qui fait que je suis devenue ta petite collègue aujourd'hui. Oui. Et me voilà. Tu es chez toi, ma chère. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Alors présente-nous ton invité parce que tu as mission chaque lundi désormais de venir accompagner et fort bien accompagner pour cette première. Absolument. Je ne suis pas venue les mains vides et je suis sûre que vous allez être heureux d'écouter mon invité aujourd'hui. Elle s'appelle Hanan El-Ouch. Elle est belle, elle est intelligente, elle est douée et talentueuse. Elle porte plusieurs casquettes. Elle est fashionista, elle adore la mode, elle est présentatrice télé, elle travaille dans la chaîne nationale tunisienne El Tessira. C'est une femme d'affaires, elle est créatrice de mode. Elle a créé sa propre marque de vêtements qui s'appelle Jeepset et c'est une globe trotteuse, elle est activiste, humaniste, féministe, soft féministe. C'est vraiment un mélange. Ce que je dis d'elle, c'est que si
poupée Barbie avec toute sa beauté avait un cerveau et était une femme d'affaires douée, elle serait Hanan El-Aouch, mon invitée aujourd'hui. Bonjour Hanan. Mais quelle présentation, je suis honorée. Merci de votre invitation. Bonjour Hanan. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, l'émission phare de la radio. D'autant plus qu'elle vient spécialement de Tunisie, elle est franco-tunisienne, Hanan. D'où ça De Tunis, originaire de Sfax, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr qu'on connaît les plus Sfax. Intelligents, les plus grands travailleurs. Bien entendu. C'est nous. Tout à fait. Alors Anna, première question à notre invité aujourd'hui. Oui. Alors Hanan, déjà pour commencer, en quoi tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que en étant fashionista, présentatrice télé, la femme d'affaires, la globe-trotteuse que tu es, qu'est-ce qui te ressemble le plus pour que nos auditeurs puissent te connaître mieux? Bon, si on voit dans mes réseaux sociaux, mes photos, on pourrait dire que je suis la fashionista, celle qui aime voyager, mais je pense qu'au fond de moi, je suis, comme on m'appelle souvent, la fille du peuple. Oui. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de terrain, qui, de par mon émission, je sillonne les routes en Tunisie, je vais à la rencontre des gens qui sont dans le besoin. En fait, je sais pas si on parle de mon émission, mais j'ai une chronique à la télé qui s'appelle Kids Dream, qui réalise le rêve des enfants, souvent malades ou dans le besoin. Ouais. Donc, je vais dans des petits villages où les gens sont très pauvres, et c'est là où je me sens le mieux. En fait, je me sens moi-même, je sens que je suis en train d'aider. Et que voilà, comme je dis souvent, j'utilise cette pseudo-notoriété, ces réseaux sociaux ou la télé pour pouvoir ramasser des fonds, pour pouvoir aider les gens, ramasser des sponsors. Et je pense que c'est ce qui me caractérise le mieux. En tout cas, Hanan, tu jongles parfaitement entre la vie de paillette, de jet-setteuse que tu es, parce que tu passes ton temps à voyager dans les quatre coins du monde. D'ailleurs, Christophe, elle passe pas plus de 72 heures dans la même ville. Hein. Elle est vraiment, c'est comme un poisson. C'est rapide. Impossible à l'attraper. Et d'autant plus qu'on te voit souvent dans les plus grands défilés de mode, les plus grandes marques de luxe, etc. Même très proche des plus grandes célébrités du monde entier. Elle est même introduite dans le monde du football. Ah bon? Messieurs, ça vous allez être jaloux. Tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu es passionné par le monde de football et on te voit souvent dans les loges VIP. Et et on n'a pas les mêmes copains parce que ses copains, c'est des Cristiano Ronaldo et compagnie, hein. Ah bon? Cristiano. Vous pouvez vous contenter de Anna Guézara. Moi, je préfère Anna que Ronaldo. Quand on dit qu'une femme aime le foot, et pas que les joueurs de foot, parce que souvent c'est l'amalgame à ne pas commettre, mais en fait je viens d'une famille de footeux. Mes deux grands-pères étaient présidents de clubs en Tunisie, donc mon frère, mon père, toute la famille est à fond dans le foot depuis toute jeune. Supporter de l'Espérance? Pas du tout. Non, pas du tout. Club sportif Sfaxien. Ah bah oui, quand même. Pardon. Faut rester fidèle aux voilà, racines, là. Exactement. Parisienne dans l'âme. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Voilà, merci. Donc voilà, j'ai eu la chance de voyager souvent pour regarder les grands matchs. Finalement, ça ouvre les portes. Donc j'ai connu quelques joueurs. Je suis amie très proche du directeur sportif de la Juventus de Turin. Ouais. Donc forcément, ça ouvre quelques portes. Et voilà, on est souvent invités dans les loges. Et comment sont-ils les footballeurs alors avec les femmes? Est-ce qu'ils sont galants? Est-ce qu'ils sont pas tous. Comment se comportent-ils? Ça dépend en fait. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est un grand homme avec un grand militant H, de la crise palestinienne. Hein. Il est décrit comme, comme orgueilleux, mais c'est vrai qu'il a aussi le cœur sur la main. Il fait quand même beaucoup de choses. Il est incroyable, il est incroyable. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christophe, parce qu'il y a une chose qui est très très intéressante, car Hanan, tu viens de rentrer d'un voyage de Palestine, donc au-delà de ta beauté, des apparences, etc. Tu défends des causes nobles, et j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui. Déjà, pourquoi tu étais en Palestine? On le voit sur le poignet d'ailleurs. Tout à fait, j'ai mes petits bracelets. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo en direct sur Christophe le Grand Forum, sur Facebook, mes amis. Oui, quand tu m'as présenté, tu disais Hanan, l'ami des people, l'ami des stars. À mon retour de voyage de Palestine, on peut pas rentrer indemne d'un voyage comme ça. C'est un voyage qui m'a complètement changé. Je me sens très loin de la jet set, des people. Maintenant j'ai une cause. J'en avais plusieurs. Celle-ci, je crois que je vais la tenir pour longtemps et je vais me tenir à mes engagements
parce que comme je vous disais en off, j'ai été reçue par le ministre des Affaires religieuses et le président Mahmoud Abbas. Ils ont su qu'une personnalité publique tunisienne était sur les terres palestiniennes. Ils ont demandé à me voir et on a passé une bonne heure. Et à la fin, ils m'ont dit tous les deux, ils avaient le même message. On te passe le flambeau, la voix des Palestiniens pour le monde arabe. On a besoin de vous, on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de vous voir sur nos terres. On est là pour vous accueillir, la Palestine est votre pays. On se sent seul, on est seul contre tous. On sait que les Tunisiens, mais surtout les Algériens, j'étais très jalouse. Ils ont un amour inconditionnel pour les Algériens. C'est fou. Et on a besoin de vous voir, de vous accueillir. Oui, alors j'aimerais expliquer quelque chose. Que Hanan, toi, tu es pour la coexistence. D'ailleurs, tu portes un joli pendentif. Voilà, trois signes religieux. Il vous absolument très très bien. Et d'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on te suit, tu es ami avec toutes les communautés, voilà. Exactement. C'est toujours le message que j'essaye de communiquer. Universel. Exactement. Voilà. Mais comment tu as fait pour pouvoir rentrer dans un pays aussi inaccessible? C'est le rêve de tout musulman d'aller prier dans la mosquée de Jérusalem. Exactement. Et c'est un pays, c'est sensible. Je réalisais pas que c'était aussi compliqué. C'était pas ma première fois, c'était ma deuxième fois. Mais je pense que quand on veut faire les choses avec le cœur et on est convaincu, il y a aucune peur. Pour moi, je vais y aller, je vais prier, et je vais y arriver. Et c'était comme je suis passée comme une lettre à la poste. Enfin, il y a des. Oui, combien de temps la fouille aussi? 6 heures. Ok, comme une lettre à la poste. La poste est lente. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, un peu lente par là. Oui, c'est 6 heures, mais on nous a pas maltraités, c'est avec du respect. Mais qu'est-ce que 6 heures à côté d'une prière? La troisième, troisième leçon d'islam. Exactement. Et tu es parti avec qui? Avec quelle agence? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai concrètement rencontré, il y a 3 jeunes Tunisiens qui habitent en France, qui ont tout laissé tomber pour aller s'installer en Palestine, qui m'ont contacté sur Instagram. J'essaye d'ouvrir les messages, de répondre à tout le monde. Et ils savaient, ils connaissaient mon amour pour la Palestine. Ils m'ont parlé de leur projet. Ils ont une association qui est apolitique, religieuse. Leur but en fait final, c'est de ramener pour l'année prochaine, ramener 15 jeunes palestiniens en Tunisie en vacances. Et cette association se transforme donc en une agence de voyage pour essayer de faire bouger un peu les choses sur les terres palestiniennes, parce que finalement, comme je vous ai dit, les Palestiniens vivent en autarcie, sont seuls, on va pas parler politique ni de colonisation, mais c'est des gens qui finalement qui n'ont rien, ils ne vivent que avec leurs propres moyens du bord. Et cette association a pour but de faire bouger les choses, de ramener des touristes musulmans, arabes ou peu importe de quelle nationalité ou religion. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que j'avais quelques chiffres tout à l'heure, je l'ai communiqué à Anna, c'est que par exemple cette année Israël a tapé le record de nombre de touristes. Ils ont eu 4 millions de visiteurs cette année, dont 2,5 millions sont partis sur les terres palestiniennes, mais que c'était des touristes chrétiens qui sont allés juste passer une nuit à Bethléem pour voir l'église de la Nativité. Sauf que toutes les autres villes sont un peu délaissées, comme Hébron, toutes les autres villes. Gaza, Gaza, c'est encore à part. C'est encore à part, la bande de Gaza. Et donc voilà, c'est de là où Aïcha, Asma et Mejdi, qui je passe vraiment le bonjour, on a passé quelques jours incroyables ensemble. Ils veulent faire bouger les choses, ramener des touristes du monde entier, mais surtout arabes, et pour un voyage solidaire en fait. Tu vas pour te cultiver, connaître, voir de tes propres yeux ce qui se passe sur les territoires palestiniens, parler, avoir des témoignages, rencontrer des gens, manger, et tout dollar dépensé sur place, ça va aider quand même un Palestinien à vivre et à survivre et à faire bouger un peu l'économie locale. Voilà. Hanan Eloche qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna tous les lundis. Anna Guézard-Bouakaz. On n'a pas dit la chaîne de télé d'ailleurs sur laquelle tu travailles en Tunisie. À Tessia, la 9. La 9, d'accord. Voilà. Il y a une grosse concurrence médiatique là-bas en Tunisie. Il y a deux grosses chaînes, deux grosses chaînes concurrentes, El Hiwar Tounsi et Tessia. Et voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est la grosse concurrence.
Alors c'est très contrasté pardon si je puis dire ta carrière Hanan, parce que tout à l'heure Anna dans sa présentation disait que voilà que tu étais très proche de la mode etc., présentatrice chroniqueuse télé, et en même temps tu nous parles avec beaucoup d'émotion de ce voyage en Palestine qui avait une autre symbolique. Finalement, parmi toutes ces casquettes, c'était là je crois une des questions d'Anna tout à l'heure, laquelle préfères-tu, dans laquelle te sens-tu la plus à l'aise? En fait, mon expérience à la télé, j'ai commencé ça l'année dernière. Ouais. C'était assez compliqué au début parce que j'avais un problème de langue. Je parlais pas, enfin, je parle arabe, mais tunisien. Mais nous, les Tunisiens, on mélange souvent dans la même phrase un mot en français, un mot en arabe. Donc c'était assez compliqué d'être fluent, comme on dit en tunisien. Mais je commence à y trouver goût et j'aime beaucoup ce que je fais, surtout que ce que j'apporte aux enfants m'apporte beaucoup en retour. C'est une satisfaction. Il y a beaucoup de pauvreté en Tunisie? Beaucoup de pauvreté? Non, il y en a comme partout, mais depuis la Révolution, on la voit plus. Oui, c'était assez dissimulé. Maintenant, on voit ça beaucoup. Et ce que je disais à Anna aussi tout à l'heure, c'est que des fois je fais beaucoup de choses, des fois je suis très fatiguée, je me dis qu'il faudrait que j'arrête quelque chose. Je peux pas laisser tomber ma marque qui est mon bébé. Mais la télé, peut-être que oui, un jour j'arrêterai. Mais ça serait égoïste de ma part parce que la télé c'est un outil quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est un outil qui aide à ramasser des fonds, à passer des messages forts si on a besoin. Là, c'est un tremplin. Et arrêter la télé voudrait dire que j'arrête d'aider les autres. Voilà. C'est diffusé quand l'émission? C'est tous les jeudis à 20h45 et ça s'appelle Abdelli Showtime. Donc le présentateur c'est Lotfi Abdelli qui est très connu. Ah oui, connu. Voilà. Et voilà, je suis avec lui tous les jeudis. J'ai ma petite chronique qui s'appelle Kids Dream. D'ailleurs, je suis restée ce soir pour vous. Je rentre demain. Je prends le premier vol pour aller directement au studio en tournage. Et on va parler de quoi la prochaine émission là, jeudi prochain? C'est une petite fille qui rêve d'avoir une chambre à coucher, qui dormait par terre. Voilà. Ouais. Donc, par contre, j'ai une question. Oui, Gamal. Une remarque qui est faite à l'instant par vous, c'est la question de la pauvreté en Tunisie, parce qu'à l'époque du temps de Ben Ali, il prétendait qu'il n'y avait que 3% de pauvres, ce qui était évidemment une propagande d'État. La pauvreté, finalement, c'est bien l'intérieur des terres qu'elle était le plus évidente, c'est bien ça. Et la côte, c'était une sorte de Riviera, c'était un miroir aux alouettes. Donc aujourd'hui, elle est plus visible, pourquoi? Plus visible parce que maintenant le peuple sort dans la rue, parle, il a le droit on avait tout était interdit, tout était sur écoute. Maintenant les gens parlent, on voit des images à la télé, la télé a le droit de diffusion de toutes les images. Donc je vais vous raconter une petite anecdote que personne ne connaît. Il y a 2 jours, j'étais en tournage justement pour la petite fille qui habitait assez loin, à 4 heures de route de Tunis, et en route il y avait un petit garçon de 10 ans qui marchait sous la pluie, qui faisait de l'autostop. Donc on s'arrête et on l'accompagne chez lui. Il nous dit voilà, j'habite là. On voit la maison de Dor, elle était parfaite. Et j'ai dit à mon équipe de production, descends, ça c'est peut-être un petit garçon qui sera pour le prochain épisode. Toute mon équipe, non, regarde, la maison elle est nickel, ils ont les moyens. J'ai dit non, le garçon il est triste, je sens qu'il y a quelque chose. On rentre dans la maison, il y avait rien. Ils étaient en ciment, ils dormaient par terre. En fait, c'est la façade quoi. C'est la façade, mais je crois que c'était une des je sais pas, à l'époque ils ont dû leur construire la façade à l'intérieur. Et le père qui est devenu aveugle, il a été braqué pendant le mois de révolution en Tunisie et on lui a tiré une balle dans les yeux, il est devenu aveugle. Donc ils ont rien, c'était terrible. C'est misérable. Donc il n'y a jamais eu de miracle tunisien? Non, malheureusement pas. Okay. Anna, belle découverte. Hein. Oui, Hanan, on sent que on dirait que tu as un poids sur le cœur, tu parles... tu as les larmes aux yeux, etc. Moi, j'aimerais connaître le moment le plus sensible, le plus émouvant que tu as vécu en Palestine. Quel a été une des plus belles rencontres, c'était le ministre des Affaires religieuses, parce c'est un grand monsieur d'une ouverture d'esprit incroyable. Ces mots ils nous ont tous fait pleurer. C'était un appel, c'est pas un appel de désespoir, mais comme si c'est avec beaucoup de dignité. Ce que j'ai remarqué avec les Palestiniens, c'est qu'ils sont fiers, ils sont là. C'est un peuple très cultivé qui disent pas un mot de travers, très poli. Ils te citent des vers du Coran, des versets du Coran, des vers de poésie, de poèmes de grands poètes ou d'écrivains.
c'était incroyable, mais j'ai des images incroyables. J'ai été invitée à la télé, de la radio, des magazines, mais c'est surtout... Est-ce que c'était facile pour toi de sortir avec ces images, etc. On sait que c'est pas évident que ce soit de filmer là-bas ou d'être filmé avec le camp palestinien. J'assume tout ce que je fais. Ce que je dis souvent, c'est que quand on fait les choses avec le cœur, il y a un bon Dieu. Je prends position plus ou moins, mais je reste pacifiste. On est tous là pour la paix. Tout le monde veut que les choses se calment. Justement, j'aimerais rebondir sur ça, s'il te plaît. Toi qui es suivi par des personnes de différentes religions, et tu es ami avec eux d'ailleurs, on te voit souvent, que ce soit avec des juifs, chrétiens, etc., musulmans. Tu n'as pas peur des réactions ou de fâcher certaines personnes vu que tu prends position ouvertement et que tu défends? Je pense que les gens qui me connaissent bien savent que je ne fais pas ça ni méchamment, ni agressivement, ni violemment, et j'estime que les gens qui devraient me fréquenter, me connaître ou être dans mon cercle intime ont assez de jugeote pour savoir que on n'a pas le droit de faire souffrir un enfant qui soit africain, tibétain, palestinien, israélien. On n'a pas le droit de faire souffrir un enfant. Absolument. Est-ce que sur tes réseaux sociaux, tu as eu des réactions après des réactions négatives? Parce que positif, j'imagine que tu as été accueilli comme 2000 messages par jour d'encouragement de tous les bords, de tous les pays. C'était incroyable. Et négatif de la communauté? De la petite communauté juive tunisienne qui habite à Djerba en Tunisie. C'est des petits jeunes. Enfin, et comme je suis amie avec le bras droit du grand rabbin de Tunisie, je lui en ai fait part. Il était assez choqué, il m'a dit c'est terrible, nous on fait un travail derrière depuis des années pour pouvoir être ensemble, que les gens comprennent, c'est des petits gamins. Il a parlé au grand rabbin de Tunisie qui s'est excusé, qui leur a fait une leçon de morale. Enfin, il y a du bon et du mauvais partout. Enfin, ce que j'ai dit, c'est que le rabbin, il faut qu'il communique un message de paix, zéro violence. C'est parce que c'est ce qu'on voit aussi, c'est les petits colons. Je les ai vus, enfin, les petits colons de 5 ans qui poussent une palestinienne, une dame voilée. C'est parce que on incite à la haine depuis le plus jeune âge, et ça c'est terrible. Hanan, tu es jeune, tu es belle, et tu as accepté une mission, si j'ose dire, qui a été refusée par pas mal de personnalités publiques ou de célébrités. Il y en a qui se sont dégonflés à la dernière minute, qui n'ont pas eu le courage de là, et ça peut être, c'est compréhensible. Mais toi, tu n'as pas peur parce que tu cours plusieurs dangers d'ailleurs. En étant là-bas sur place, tu cours un danger d'être kidnappé ou voire retenu pour des longs interrogatoires, et même en ayant quitté le territoire, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu passes dans les médias toi tu défends une cause noble, et on répète que c'est apolitique, que voilà, même si tu fais appel, tu dis aux gens que vous pouvez partir pour du tourisme, pour découvrir le pays, la culture, etc. Ça peut être perçu, ou ça peut fâcher beaucoup de personnes et influentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des dirigeants qui refusent de s'allier ou ouvertement face aux caméras avec les dirigeants palestiniens ou qui défendent, qui n'osent pas défendre cette cause parce qu'ils craignent de perdre énormément d'avantages. Oui, si j'ai bien compris la question, Anna, c'est quand on effectivement on prend position pour la cause palestinienne, ça peut nous causer quelques soucis et peut-être un certain isolement. Hanan, je te propose d'y répondre dans un instant. On se met une page de pub, et puis il y a Rudy Kazi et Kamal Abina qui ont aussi des questions. Ça passe très vite. Il est déjà 17h20 et vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna, comme tous les lundis désormais. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les jours du lundi au vendredi sur France Maghreb 2, et l'équipe s'agrandit de semaine en semaine avec ce nouveau rendez-vous. Le rendez-vous de tous les rendez-vous, c'est les rendez-vous d'Anna, justement. C'est tous les lundis sur France Maghreb 2. Le grand forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Et on nous rappelle l'invité, Anna Guézard-Bouaccaz, votre invité aujourd'hui. Anna. Oui, alors on est toujours avec Hanan Al-Louch. Et Hanan, comme je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu n'as pas peur de fâcher certaines personnes?
Parce que tu touches à des sujets sensibles. Je touche à des sujets sensibles, mais je ne touche pas à la politique ni à la religion. Je respecte tout le monde. Tout ce que je fais, c'est d'essayer d'aider, surtout les enfants, parce que comme je dis souvent, aucun enfant n'a le droit de souffrir. Donc voir un enfant qui est en difficulté, mais qui a cette soif d'apprendre, de réussir, pourquoi pas l'aider? Oui. Et on est d'ailleurs passé par un camp de réfugiés à Naplouse. Et c'est des enfants, des adolescents qui étaient beaux, bien habillés, qui nous ont accueillis en tenue traditionnelle palestinienne avec une dabké. C'était vraiment beau à voir et c'était émouvant. Je me disais, les jeunes de leur âge en France, en Tunisie ou peu importe, ils seraient en boîte de nuit, ils seraient en train de boire, de se droguer peut-être. Mais eux, quel avenir ils ont? Ils vivent dans ce... Quel genre de questions ils t'ont posé? C'est surtout les enfants qui m'ont vraiment touchée. J'ai pas arrêté de pleurer parce que je vais faire une petite capsule de mon émission Kids Dream en Palestine. Donc la première partie, je l'ai filmée en Palestine. Donc je vais réaliser le rêve de 3 enfants palestiniens, les sortir du camp, mais en plus les ramener en Tunisie en voyage, de voir la mer. Ils ont jamais vu la mer parce qu'ils sont bloqués derrière ce mur. Voilà, exactement. Et les enfants, ce que je vais souvent comme question, c'était est-ce que les enfants en Tunisie, est-ce qu'ils sont réveillés par les bombes? Est-ce qu'ils dorment avec les soldats? Est-ce qu'ils vivent avec l'oppression? C'était terrible. Est-ce que vous aussi vous vivez dans des camps de réfugiés? Et c'est terrible parce qu'ils sont coupés du monde, ils savent pas ce qui se passe ailleurs. Voilà, et j'espère que pour ces 3 enfants, déjà, leur réaliser leur rêve, voir d'autres enfants, parler, comprendre une autre culture. Et c'est à partir de ces 3 enfants, de cet épisode-là, que je vais lancer des appels aux dons et au sponsoring pour ramener les 15 autres enfants cet été passé 15 jours en Tunisie. C'est magnifique. D'ailleurs, ton amour pour la Palestine t'a poussé à créer toute une collection dans ta marque de vêtements Gypset, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, vous livrez à l'international. Elle est portée par des célébrités du monde entier et par des jeunes filles aussi. Je me disais que oui, comment je pouvais exprimer mon amour pour la Palestine avec une idée artistique. Et quand j'ai lancé ma marque, je me disais qu'il fallait que la première collection soit extraordinaire, que les gens en parlent. Et j'ai choisi que de mieux que le kéfier palestinien, un symbole de la résistance. Et à savoir que ce foulard a été utilisé par plusieurs designers du monde entier, et donc je l'ai fait rentrer avec dans chacune de mes robes, chacune de mes créations, et en le mélangeant avec des tissus tunisiens, et ça donnait et le résultat est magnifique. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur Gypset. Du coup, voilà, je vends un peu partout. J'ai des demandes. De venir avec un modèle même. Voilà, je le porte. Il y a un modèle, je le porte sur moi, mais ça, il y a pas. Vous allez voir. D'ailleurs, je vous invite à. Je m'interrogeais justement sur ce vêtement. Et je vous invite à voir, voir ma collection sur mon Instagram ou celui de la marque. C'est quoi Instagram? Alors Hanen Eluch, H-A-N-E-N-E-L-E-U-C-H, ou voilà, Gypset. Gypset, Gypset Vibes, voilà. Est-ce que nos amis Rudy Kazi et Gamal Abina qui ont écouté attentivement, ils ont été sages, hein. D'habitude, on n'arrive pas à les arrêter. Là, ils ont été très sages. Galant, tu les redécouvres, hein. C'est ça. Disons, on va en inviter plus des femmes, non, du coup. Rudy Kazi, Gamal Abina, est-ce que vous avez une question à poser à notre invité, ou plutôt à l'invité de Anna Guézard-Boicaz aujourd'hui? Oui, donc moi j'aurais aimé savoir, donc a priori, donc tu es franco-tunisienne, donc t'es née en France, c'est ça? Non, je suis née en Tunisie. J'ai fait mes études jusqu'au bac en Tunisie. D'accord. Lycée français. C'est ma grand-mère qui est française en fait. D'accord. Voilà. Et donc du coup, ton retour au pays, comment est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que t'avais le sentiment d'être accueillie comme l'enfant du peuple? Ah non, on n'a pas ça, parce que moi je suis vraiment comme on dit, une Tunisienne de Tunisie. Je suis née en Tunisie. On part tous, enfin la majorité partent faire leurs études, mais on retourne tous au bercail, comme on dit. On se sent tunisien. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai vécu 10 ans quand même à l'étranger, de par mes études, mes différents jobs dans le monde entier. Mais je suis tunisienne, cœur, corps et âme. Et tu voulais dire son retour de Palestine, c'est ça? Non, non, c'est-à-dire vraiment voilà. Pensez que j'étais née en France. Non. Par rapport au regard, des fois, c'est vrai que la réintégration
entre guillemets n'est pas toujours simple, etc. C'est assez, ils sont chaud. très européanisés en Tunisie, d'ailleurs. Oui, mais il a raison. C'est ce qu'on dit. C'est une question assez sensible parce que, comme on dit, les Tunisiens de France sont différents. Enfin, oui, voilà, la question de la binationalité. Ils le sont vraiment ou pas, Alan? Ouais, franchement, oui. ils tiennent, je crois, un rôle assez difficile parce que ils sont, enfin, je sais pas, je m'aventure à dire qu'ils sont pas très acceptés en France ni en Tunisie. C'est, mais voilà, c'est entre deux chaises. Ils sont immigrés partout finalement. Voilà. C'est ça. Et donc une autre question rapide aussi, c'est bon, en tout cas la manière dont tu t'exprimes, notamment sur différents sujets, autrement dit sur la question humanitaire. On voit qu'effectivement il y a le côté chez toi de tout ce qui relève du stylisme, etc., de l'esthétisme et tout. Mais il y a aussi une sensibilité sur l'humain. Est-ce que tu voudrais pas dans un avenir proche ou plus ou moins lointain développer aussi une carrière à l'international, c'est un petit peu comme il se fait aussi au travers de l'ONU, etc. On m'appelle Angelina Jolie en Tunisie. Enfin, pas du tout pour le physique, mais peut-être pour t'es encore plus belle qu'elle. Voilà, l'engagement humanitaire. T'es encore plus belle qu'elle. Oh, c'est gentil, Christophe. Croisons un homme d'expérience. C'est gentil. Je suis très bien accueillie chez France Magazine. Ah bah évidemment, moi je suis pas d'accord. En fait, l'association dont je vous parlais tout à l'heure, Peace and Trip, et d'ailleurs je vous invite à aller voir les réseaux sociaux parce qu'il y a des voyages organisés prochainement pour la Palestine, pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et pour tous ceux qui ont le courage, on n'a pas besoin de courage, tous ceux qui ont le cœur d'aller visiter la Palestine, en quittant les territoires palestiniens, Aïcha, qui est la présidente de l'association, m'a regardée, elle m'a dit ne change pas, s'il te plaît, ne change surtout pas. Après elle m'a regardée, elle m'a dit toi je sais que tu vas changer. J'ai eu les larmes aux yeux, je dis non, je te jure que je changerai jamais. Elle m'a dit non, tu es en train de te chercher et je sais qu'un jour tu vas tout laisser tomber et tu vas faire que ça. Donc je crois que finalement je me cherche, mais que finalement je me retrouve, mais que pour le moment c'est peut-être pas forcément le moment, mais que ça va arriver. Je vais tout laisser tomber pour faire que ça. C'est ce que je ressens, parce que entre ton métier, entre la manière dont tu parles de ton métier et le reste, la question humanitaire, tu mets quand même plus d'âme sur la question humanitaire, comme si chez toi il y avait vraiment c'est vrai, une âme intéressée à ces choses. C'est pour ça que je t'ai posé la question et je pense que tu as un avenir là-dedans aussi. Gamal Amina. Question. Il y a plusieurs aspects. D'abord, il faut rappeler, parce que c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que la Palestine est une prison à ciel ouvert pour les Arabes de Palestine, qu'ils soient chrétiens et musulmans. Ne perdons jamais de vue que les Palestiniens sont aussi des chrétiens pour certains. Une grande majorité, tout à fait. Absolument. Ensuite, il y a un autre aspect. Il y a des études qui ont été faites par rapport à la question irakienne qu'on trouve à peu près dans tous les pays en guerre. La Palestine, ça fait à peu près 100 ans maintenant qui sont en conflit avec les Anglais au départ et maintenant avec l'occupant israélien. La question du traumatisme. Comme vous êtes maman, vous avez dû voir, vous avez un enfant normal, qui vit dans des conditions normales, et vous avez vu des enfants qui sont certainement traumatisés, qui parlent de guerre, qui parlent de bombes, qui parlent de soldats. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement ce traumatisme, sachant que le peuple palestinien est le deuxième peuple le plus éduqué, le premier peuple le plus éduqué au monde arabe, par rapport au peuple tunisien, vous êtes les premiers, les seconds et c'est les premiers. Exactement. Est-ce que vous avez 97. C'est ça, exactement. 0.5. Et vous juste à côté, vous avez les deux plus éduqués, c'est tunisien. Non mais c'est une réalité. Ce qui est marrant, c'est que le taux de scolarisation en Palestine est beaucoup plus élevé qu'en Israël. Oui, c'est pas étonnant. Parce que c'est l'ONU qui a payé les écoles et c'est une façon de se réapproprier. 84% je crois, à Gaza en tout cas. Non, en plus c'est quasiment. Non, mais à Gaza, 84% c'est Ziad qui était notre invité. Oui, Gaza, oui, absolument. En Palestine, en général, c'est plutôt 95%. Ce qui se passe, c'est que la question que je pose, c'est avec un peuple traumatisé qui a une très haute conscience de ce qui lui arrive, et les questions qu'ils vous ont posées, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement le peuple palestinien est durablement traumatisé et est-ce qu'il peut vivre à nouveau normalement le jour où ils trouveront la libération? C'est un peuple fort. Et ils sont juste incroyables. Comme je disais tout à l'heure, je racontais à Anna, dans tous les coins de rue, il y avait des histoires, des anecdotes, mais ils ont tous de l'espoir. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ils disent, il y a un bon Dieu, nous sommes forts, nous sommes là, on va pas lâcher notre Palestine, et un jour, il y aura justice. Je vais me mettre à pleurer. Wow. C'est fort. Et ils sont juste incroyables, ils sont éduqués, ils sont... Bref, que Dieu soit avec eux et qu'il y ait une paix prochaine. Anna, Anan, dernière question en ce qui me concerne et d'ailleurs aussi parce que on arrive au terme de cet entretien des rendez-vous d'Anna avec tu as baptisé d'ailleurs ce rendez-vous aujourd'hui. Tu es la première invitée. Absolument. J'espère que ça portera chance à notre amie Anna Guézard-Bocaz. J'en suis certain, mais la question que j'ai envie de poser, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Woody en t'écoutant depuis tout à l'heure. On ressent ce côté
humaniste que tu as réellement en toi, et finalement toutes ces paillettes, la jet set, ce monde du football, l'argent évidemment, tout ça c'est quand même finalement assez loin de toi. Est-ce qu'on a bien perçu un peu le personnage que tu es? Tout à fait. Vraiment, c'est une jolie conclusion. Ouais, c'est ce côté humaniste qui ressort vraiment et que tu as ressenti, que tu as réussi à nous faire ressentir aujourd'hui. Et vraiment, là en 35 minutes, on a l'impression quand même que tu es une très belle personne. Merci beaucoup Christophe. Ouais, c'est effectivement ça, mais malheureusement on va faire avec, on va utiliser cette notoriété, ces contacts pour pouvoir aider les autres, parce que la télé quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est une ouverture, une reconnaissance du public. Les connaissances, les bons contacts, ça aide toujours. Si on a besoin de ramasser des fonds, donc c'est comme un cercle. En fait, je ne peux pas arrêter une activité sans faire. Enfin, il faut en faire profiter les autres. Donc finalement, je suis bien comme ça. J'espère pouvoir consacrer un peu plus de temps à des causes humanitaires. La cause, je pense que je l'ai bien trouvée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là aujourd'hui, en ce 18 novembre 2019? Qu'est-ce qui te ferait le plus kiffer, Hanan? Ce qui me ferait le plus kiffer, déjà la paix en Palestine, chose que je pense qui est difficile, on peut y croire. On va attendre un peu. Que cette petite association Peace and Trip prenne son petit bout de chemin, et que qu'on voit des Arabes ou peu importe, n'importe quelle nationalité ou religion puisse aller en masse sur les terres palestiniennes, qu'on voit ce mur, qu'on l'abolisse, ce mur, même s'il est beau, il a été joliment peint, tagué par Banksy. Ouais, il a fait plusieurs. Mais que voilà, qu'on puisse voir les Palestiniens vivre d'eux-mêmes par le tourisme, qu'on voit ce peuple intelligent, fier, s'en sortir. Voilà. Magnifique message. Faut dire qui est Banksy, je suis fière de toi. Oui. Qui est Banksy, c'est un grand artiste contemporain, qui est un street artiste et qui est un homme sans visage. Personne ne sait qui il est. En revanche, il est très engagé sur les questions. Et il vaut très cher en plus. Oui, il vaut très cher, il est très coté. Est-ce qu'on peut rappeler tes réseaux sociaux avant de partir? Oui, alors, Hanan Eloche et Gypset Vibes pour ma marque. Et je tiens à vous remercier Facebook, sur Instagram et Facebook aussi. Facebook, je tiens à vous remercier, je suis très contente d'être là, et un gros bisou à tous les Tunisiens de France que j'aime. Moi, je vous conseille Aïcha, que je vous adore. C'est mes plus grands supporters, enfin followers, je vous aime trop. Amatrice de Harissa ou pas? Oui. Forcément. Et couscous poisson ou pas? Ah, mais le meilleur, c'est le couscous poisson de Sfax. Alors, Christophe, je t'invite. D'ailleurs, sa première marque de vêtements l'avait appelé Har, pour te dire, ça veut dire piquant. À quel point, à quel point les amatrices quand ça pique, les Tunisiens. Hanan, franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre invitation. Merci, bon retour. À Anna pour cette première rencontre qui est très prometteuse pour la suite. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Bouakas, la semaine prochaine, on sera avec qui? Je crois qu'on change complètement de style, Anna, la semaine prochaine. L'ex-joueur du PSG de Manchester City, Alioune Touré, sera parmi nous. C'est pas vrai. Dans les rendez-vous d'Anna. Merci Anna, je t'embrasse très fort. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Merci. Ah, c'était bien les gars, hein? Ouais, super. Hein? Merci Anna, merci Hanan, à très bientôt. Ouais, oui, un bisou. Voilà, merci beaucoup. On est en direct, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Ouais. Voilà, on a passé un super moment. Moi j'ai kiffé, franchement. Pareil. Et la semaine prochaine, on va parler de foot, hein, finalement, avec la meilleure équipe du monde, le PSG évidemment. Ici c'est Paris. N'oubliez pas de le faire à Sfax, ça. Et le lycée c'est Paris, hein, c'est important, hein, parce que ça s'exporte bien cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Je dis qu'on prenne une photo. Oui, on est en direct. Ah oui, bah allez-y, faites-vous. On est en direct, hein. Allez-y, prenez vos photos tranquilles. Non, on est en live tranquillement, il n'y a pas de problème. Prenez la photo avec qu'on illustre quand même ce moment important de Hanan Eloche qui est avec nous dans le studio, venu spécialement de Tunisie, les amis. Allez, dans un instant, juste après la pause, on se fait le zapping et le quiz à suivre sur France Maghreb 2 entre Gamal Abina et Rudy Kazi. Gamal Abina qui commence à inquiéter sérieusement ses concurrents. Je dis ça, je dis rien tout de suite. J'espère bien. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Gamal Abina avec Rudy Kazi dans un instant, le quiz. Oui, t'es surveillé, Gamal, hein? Oui, Gamala. Attention, vrai, ouais, t'es surveillé. Il y a Boyaki qui s'inquiète, hein. Mais c'est lui qui m'inquiète. Allez, le zapping, les amis, c'est parti. Si on prend 100 millions d'Africains
d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. C'est le meilleur ou le pire de la télé ou de la radio qu'il ne fallait pas manquer ou peut-être manquer d'ailleurs. Séance de rattrapage dans cette émission dans le zapping au quotidien. Et pour commencer, messieurs, les confessions de Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris quant à sa présence à l'Assemblée nationale. Car oui, messieurs, il est encore député. Écoutez. Vous avez déposé un rapport à l'Assemblée? Je n'ai pas déposé de rapport, mais j'ai participé à de très nombreux débats. J'ai voté le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame. J'ai voté le projet de loi PMA. Regardé le site. Ah, le fameux site nosdéputés.fr. Bah oui. Bon. Ouais. Bah je vois. Aucune proposition de loi déposée. Je vous confirme. Aucune question orale posée. 2 questions écrites depuis 6 mois. Pas de prise de parole dans l'hémicycle. Amendements proposés, combien? Aucun. J'en ai co-signé très nombreux. Est-ce que je peux, est-ce que la parole... combien de présences? Regardez la courbe. Est-ce que la parole est à la défense? Bah alors attendez. Bien, Jean-Jacques Bourdin, j'aimerais vous dire... Ces chiffres sont faux ou vrais? J'aimerais vous dire quelque chose. Ces chiffres sont vrais, mais je vais vous dire, ces chiffres masquent beaucoup de choses. D'abord, il y a la participation à des travaux qui ne sont pas relatés. Notamment en commission. J'étais il y a 10 jours en commission. Nous auditionnions Gabriel Attal sur le SNU. Et je l'ai interrogé justement sur les questions de santé, parce que le SNU est aussi un moment où on permet à notre jeunesse, de prendre un état des lieux de notre jeunesse. Griveaux, pris en état de fait donc ce matin chez Bourdin, absent ou presque totalement absent de l'Assemblée nationale, aucune proposition de loi. Il a plus le temps quoi, mais il est en campagne en même temps les gars, non? Bah oui. Ouais. Puis c'est un député, ils sont pas là pour travailler. Et puis en général, les propositions de loi, ce sont pas les députés de la majorité qui les font, c'est plutôt le pouvoir exécutif quoi. Donc ouais. Bon, enfin, ils font les projets de loi et les propositions de loi, elles sont jamais suivies des députés de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'elle a une bonne chance de remporter la mairie de Paris? Non, je ne pense pas, parce que déjà Anne Hidalgo est en place, pas depuis 6 ans, mais elle peut depuis repasser 12 ans. Hidalgo, franchement. Mais ça fait 12 ans qu'elle a. Quand on écoute les Parisiens, on aura le bol, hein. Oui, mais le truc c'est que Paris, ça se vote principalement dans les quartiers appelés bobos ou les quartiers riches de Paris, et c'est un électorat qui est particulièrement mobilisé derrière elle, ne serait-ce que tout ce dont les Parisiens se plaignent entre guillemets au niveau de la circulation, ce sont des choses qu'elle a mis en place justement pour parler à cet électorat-là en matière donc d'écologie, développement durable, etc. Absolument. Et puis en plus elle maîtrise Paris depuis ça fait 18 ans. Parce qu'elle a fait 12 ans avec Delanoë en tant que adjointe au maire, première adjointe au maire, et là 6 ans en tant que maire. Donc ça va être très compliqué pour Benjamin Griveaux. Mais Paris, les gens qui gueulent à Paris, c'est pas les Parisiens. Hein. C'est qui alors? Ah, c'est les banlieusards. Mais oui, c'est les banlieusards. Ouais. Ils veulent la voiture, il y a pas de place de stationnement, on circule difficilement, il y a des chantiers partout. Sauf que le Parisien, vous allez à la place de la Nation maintenant, tous les gens qui sont dans le 12e, ils adorent la place de la Nation, elle est magnifique. Elle a fait un travail en termes, moi je suis pas du tout fan d'Hidalgo pour les raisons politiques, mais sur le plan de l'écologie, elle a fait un travail que jamais aucun maire de Paris n'a jamais fait. Après, il y a des célébrités qui crient un peu, qui ruent dans les brancards, mais en fait, ils sont pas représentatifs. Ils représentent rien, mais oui, c'est à la marge. Des Parisiens qui votent pour. Alors, il faut qu'on écoute autre chose aussi, parce que c'est important ce qui s'est passé samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes place d'Italie. Vous n'êtes pas sans savoir que un monument a été détruit, saccagé, du général Join. Qui était-il, ce général Join? Présentation chez nos confrères d'RMC par Nicolas Poincaré ce matin. Tout à l'heure, il y a un instant, vous avez évoqué le monument à la gloire du maréchal Juin qui a été vandalisé, place d'Italie. On a vu les images, la stèle, et sur cette stèle, les noms des soldats morts pour la France. Mort pour la France dans la campagne d'Italie. Rappelez-nous, qui était le maréchal Juin? Alors, le maréchal Alphonse Juin, c'était un très grand soldat, mais un politique sans doute un peu moins brillant. Il avait été major de sa promo à Saint-Cyr en 1912. C'était la même promo que De Gaulle. Que De Gaulle, oui, voilà, la même. De Gaulle, donc son camarade de classe, mais avec qui il a toujours entretenu des rapports assez tendus. Il a été grièvement blessé en 1916 pendant la Première Guerre mondiale. À peine remis, il revient et il se bat au chemin des dames. En 40, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu général. Entre-temps, il couvre le retrait des Anglais à Dunkerque. C'était une terrible débâcle. Il est fait prisonnier. Il est libéré en 41. À ce moment-là, il a failli être nommé ministre de la guerre par Pétain. Ça aurait été un tout autre destin. Il aurait fini sans doute en prison et non pas maréchal de France. Mais il ne reste pas à Vichy. Finalement, il est nommé
en Afrique du Nord. Quand les Américains débarquent en 42, il hésite. Hein. Voilà, il hésite quelques jours. Il demande même à ses hommes de se battre contre les Américains, mais très très peu de temps finalement, il fait le bon choix. Il se rallie aux Américains. Ensuite, à la tête de l'armée d'Afrique, eh bien, il débarque en Italie et surtout, il gagne cette bataille historique contre les nazis à Garigliano. 2000 morts quand même, 2000 morts pour la France, et ces 2000 morts, eh ben, c'était en grande majorité des Marocains, notamment des brigades de montagne avec leurs ânes qui sont passés par les montagnes, qui ont surpris les Allemands, qui ont contourné à Monte-Cassin et qui ont permis de les avancer ensuite vers Rome et la victoire. Donc il a participé à la libération de la France. Il a été nommé, donc fait maréchal de France après la guerre. Il n'a pas participé au putsch des généraux contre De Gaulle en 61, alors que c'était, et encore une fois, il était pied noir. Hein, il était Algérie française. Il était très Algérie française, mais il a eu la bonne idée de ne pas se mouiller dans ce putsch. Il est mort en 67. Il est enterré aux Invalides. Voilà pour la présentation de Poincaré ce matin chez nos confrères d'RMC. En tout cas, cette stèle, ce monument a été saccagé place d'Italie. C'était en samedi, ce qui s'est passé évidemment. Gama, peut-être un truc à rajouter là-dessus? Je sais que ça te parle, ça. Ça me parle très. D'abord, c'est dégoûtant de détruire les stèles pour des martyrs d'une guerre, mais il a oublié un petit passage de Juin qui est pas du maréchal Juin qui est pas très très noble pour lui. Et c'est le passage toujours que la France a tendance à vouloir oublier, c'est les massacres du Rif. Ouais. Il a participé activement au massacre de 200 000 Rifins en les bombardant avec son copain Pétain au gaz moutarde. Ça, c'est un fait d'armes dont on ne parle pas beaucoup. 200 000 civils, je précise. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que c'est arrivé. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 88 en Irak. Ouais. Mais lui a participé au massacre pour détruire la résistance rifaine, pour détruire l'État rifin naissant, et surtout pour que Abdelkrim Khattabi, le grand héros résistant du Rif, se rende aux forces d'occupation françaises. Voilà ce qui s'est passé. Donc je vois, c'est pas seulement les belles couleurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est à condamner évidemment la destruction d'un monument. Oui, largement, oui, bien sûr. Je trouve ça dégoûte. De toute façon, quel que soit le monument, dès qu'on touche à un monument, j'ai une réaction épidermique. On ne peut pas toucher à la mémoire. Ça, c'est clair et net, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Quelle qu'elle soit. Très bien. Bon, messieurs, on est parti. On arrive bientôt au terme. C'est fini. Ça passe super vite, franchement, quand on est bien accompagné. Rudy Kazik sera avec nous demain aussi, hein. Oui. Tu reviens demain, oui, bien sûr. Avec un autre casting, hein. Il y aura Abdestamitash et Tariq Mami. Des hommes de grande qualité, n'est-ce pas? Ah oui, ça nous change. Quel faillot celui-là. Bon, messieurs, dames, j'ai une petite info à vous donner. Sachez que bientôt vous pourrez parier en nous appelant, vous serez deux, en nous appelant pour parier sur celui qui gagnera le quiz. On vous offrira des cadeaux, mesdames, messieurs. Au 01 40 33 9000, vous pourrez appeler bientôt et gagner des cadeaux. On est en train de dealer ça là pour vous. Par exemple, tiens, aujourd'hui, Medjahed, tu paries sur qui? Gamal Abina ou Rudy Kazi? Gamal. Merci. D'accord, très bien. Bon, alors c'est parti, messieurs, c'est parti pour le quiz du LGF avant 18h et en fin d'émission. Je rappelle les règles, elles sont importantes. Mes questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Celui qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève un point. Attention, ça peut coûter cher. On y va, messieurs, vous êtes prêts? On essaye. Je vous souhaite bonne chance. Il a gagné 5-0 la semaine dernière, l'ami Abina. Attention. Première question, messieurs. Question histoire. Ouverture d'un célèbre musée en 1793 à Paris. Lequel? Musée d'Orsay? Non. Louvre? Ou le Louvre. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la première femme qui remporte la 4e route du Rhum en 1990? Artaud. Florence Artaud. Bonne réponse. Rudy, t'as le droit de te réveiller, tout va bien. Ouais, je suis pas public, moi, du Vendée Globe. Tu connais Vendée Globe. Troisième question dans ce quiz 2-0 pour Abina. Je cherche à présent un écrivain français. Prix Goncourt en 1919 pour L'ombre des jeunes filles en fleurs. Mort en 1922. C'est pas Proust? C'est Proust, et c'est une excellente réponse. Merci. Il est né le 10 juillet 1871 à Paris. La Madeleine de Proust. Alors, quatrième question. Je cherche à présent, dans cette quatrième question, un coureur cycliste français, vainqueur de 5 Tours de France, mort en 1987. Alors là, coureur cycliste. Ouais. Bernard Hinault, je sais pas. Non. Coureur cycliste. Ça a été un grand concurrent de celui qui nous a quitté récemment. Ouais. C'était le. Je sais pas. Ah oui, ça va revenir. Allez. Aïe. On disait toujours. Jacques de son prénom. Jacques Anquetil. Mais taisez-vous, Medjahed, ça va pas. Mais j'ai pas pu le dire. Ça suffit. Il a gagné 5 Tours de France en 1957, 61, 63, 65 et 66. Toujours 3-0 pour Abina. Dernière question pour ce quiz. Dernière question. Je cherche à présent un poète.
et résistant français. Qui fut qui fut le fondateur des surréalistes. Mort en 1952. 52. Poète et résistant français. Oui. Notamment Liberté, j'écris ton nom. Oh là là, c'est fatigant. J'essaie de me concentrer. Qui est dans toutes les mémoires quand même. Parce que j'ai honte pour moi de... Liberté, j'écris ton nom. C'est Paul de son prénom. Paul Éluard. Paul Éluard est une excellente réponse. J'ai honte de moi. C'est pas 2, c'est 4-0, mesdames et messieurs. J'ai honte parce que le surréalisme, c'est quand même mon courant de pensée. Donc, bah oui, quand même. 4-0, encore une énième grande victoire de Abina qui se rapproche, je crois, dangereusement de Philippe Bouriaki, d'où son inquiétude. Philippe. Et m'en vouloir. Il se rapproche évidemment dangereusement de Abdeslam Itache. J'en fais une bise à tous les deux. Qui sera là demain et Bouriaki mercredi. Et oui, mesdames, messieurs, ainsi se termine cette émission déjà pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez évidemment la réécouter en podcast, cette émission, sur le www.francemaghreb2.fr, sur YouTube aussi, sur notre chaîne YouTube France Maghreb 2, et en rediffusion tous les soirs à minuit. Oui, on oublie de le dire, mais c'est important, tous les jours à minuit. Vous pourrez réécouter l'émission du jour du LGF. Messieurs, merci beaucoup, mon Gamal. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine avec donc un sportif, un footballeur dans les rendez-vous de la semaine prochaine. Vraiment, ouais. Rudy Kazi, à demain, mon Rudy. À demain. Bonne soirée à tous. 16h30. Dans un instant, l'ami Bejahed qui sera là évidemment pour vous accompagner, pour vous divertir, vous faire gagner lui aussi des cadeaux. Pour le 18-20 sur France Maghreb 2 comme chaque soir. Merci de votre fidélité encore une fois à France Maghreb 2 tous les jours dans cette émission qui s'appelle Le Grand Forum. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook Christophe Le Grand Forum, ou sur Twitter le Grand Forum FM2, et sur Instagram aussi on y est, Christophe Le Grand Forum. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 16 000 personnes à nous rejoindre, à nous suivre sur Facebook, notamment sur la page du Grand Forum, ce qui est très bien pour une page d'émission telle que le Grand Forum. Donc allez-y, on fait grandir la communauté, et la liberté d'expression n'a plus aucun secret puisqu'elle s'exerce dans son intégralité dans cette émission, avec le Standard qui est un numéro gratuit à votre disposition tous les jours pour que vous puissiez prendre part à l'actualité, débattre en notre compagnie et avec nous sur France Maghreb 2. Le rendez-vous, c'est 16h à 18h, c'est tous les jours évidemment. Merci à tous, encore une fois, bonne soirée. Rendez-vous demain 16h avec Tarek Mami, avec Abdeslam Itache et avec Rudy Kazi qui était là avec nous, qui sera de nouveau présent avec nous demain entre 16h et 18h. Mercredi, Philippe Bouriaki, Céline Bory et Faiza Ben Mohamed. Jeudi, Dionor Excellent, Yasser Louati et Khaled Simohan. Et vendredi, on sera avec Audrey Pronosti, avec Sabrina Sebaï et Tarek Mami. Voilà pour le programme de la semaine. Merci à tous et bonne soirée. Merci d'écouter France Maghreb 2 et personne ne vous le reproche. Il est 18h, le journal de Sophie Terrance. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. À la une ce soir, ce drame près de Toulouse, l'effondrement d'un pont ce matin à Mirepoix-sur-Tarn a fait au moins un mort, une jeune fille de 15 ans. Les opérations de secours se poursuivent ce soir. Laurent Nunez et Emmanuel Vargon sont sur place, tout comme notre reporter. À l'heure des premières questions, on fera le point sur l'enquête. Les autres titres de l'actualité, c'est toujours 29 000 foyers sans électricité dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère après les chutes de neige. Et puis les antibiotiques pas automatiques, le message n'est pas encore tout à fait passé selon Santé publique France. Et les Français consomment encore trop d'antibiotiques malgré une baisse encourageante. L'émotion à Mirepoix-sur-Tarn près de Toulouse après la mort d'une jeune fille de 15 ans dans l'effondrement d'un pont ce matin. 3 véhicules dont un poids lourd sont tombés dans le Tarn vers 8h30. Une chute de 19 mètres. Plusieurs blessés, dont 2 en urgence absolue, et au moins un porté disparu, le conducteur du poids lourd. Sur place, les opérations de secours se poursuivent. Elsa Ruot, vous êtes à Mirepoix-sur-Tarn, sous le choc ce soir. Oui, l'émotion est vive dans ce petit village de moins de 1000 habitants où tout le monde se connaît. Tous empruntaient ce pont régulièrement, parfois tous les jours, pour rejoindre la départementale 630 de l'autre côté du Tarn et aller ensuite vers Toulouse ou vers Montauban. Les enfants, eux aussi, passaient à pied le matin pour rejoindre l'arrêt de bus de l'autre côté. Et tous les habitants l'affirment, ils n'avaient pas peur spécialement en empruntant ce pont. C'est donc un choc total ici. Nombreux sont ceux qui se sont rendus sur place cet après-midi pour voir cette structure du pont désormais immergée dans le cours d'eau. Certains ont pris des photos et d'autres discuté ensemble pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. L'émotion donc est déjà les premières questions sur toutes les lèvres. Pourquoi, comment ce drame a-t-il pu se produire? Selon les premiers éléments de l'enquête, le poids lourd dépassait la limite de poids maximale autorisée, soit 19 tonnes pour circuler sur le pont.
Et pour l'instant, aucun lien n'est établi avec l'effondrement de la structure. Une enquête a été ouverte par le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Ce pont qui traverse le Tarn avait été contrôlé en juin 2017 et ne suscitait a priori pas d'inquiétude. Témoignage de Jean-François, il habite juste à côté. C'est pas un pont qui fait peur. Il n'y a rien qui faisait peur sur ce pont. On n'a jamais vu une faiblesse ou quoi que ce soit. On n'a jamais ressenti un problème ou voir une fissure sur le pont. On n'a jamais vu ça. Bon, après, pourquoi ça s'est passé, on ne sait pas. Si vraiment c'était un camion qui était trop lourd, le chauffeur, fallait pas qu'il passe ça. Voilà, c'est ce qu'on apprend au code. Si on ne sait pas faire ça, il ne faut pas conduire un camion. Il faut faire autre chose. Fleuriste, esthéticienne, mais pas chauffeur, quoi. Et les secrétaires d'État Laurent Nunez et Emmanuel Vargon sont sur place ce soir. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'effondrement de ce pont. Je vous rappelle ce bilan. 1 mort, au moins 1 disparu et plusieurs blessés. Dans le reste de l'actualité, il patiente encore une attente interminable pour 29 000 foyers toujours privés d'électricité dans les départements de la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Les agents d'Enedis sont toujours mobilisés, mais ne s'engagent pas sur un délai de rétablissement du courant. Les écoles sont restées fermées aujourd'hui. Eux ont repris le chemin des cours ce matin. Les élèves du Teil, commune de l'Ardèche touchée par un séisme il y a une semaine. Mais la moitié des classes de primaire ne sont toujours pas fonctionnelles. Et des solutions alternatives ont été mises en place. Et puis notez que le département des Landes est placé ce soir en vigilance orange aux inondations par Météo France. Dans le reste de l'actualité, une information judiciaire ouverte après la garde à vue de Michel Fourniret pour séquestration suivie de mort. Dans l'enquête sur la disparition de Lydie Loger en 1993 dans l'Orne, des comparaisons ADN auraient été établies. Le corps, lui, n'a jamais été retrouvé. La colère étudiante ne redescend pas 10 jours après qu'un jeune homme de 22 ans a tenté de s'immoler par le feu devant le Crous de Lyon pour dénoncer sa précarité. Toujours placé dans un coma artificiel, son état est stationnaire. Les étudiants ont bloqué aujourd'hui le site de l'université Bordeaux-Montaigne. C'est une baisse encourageante mais pas suffisante. Les Français consomment encore trop d'antibiotiques, selon un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui. Et malgré une baisse de 15% sur les 10 dernières années, il reste encore beaucoup à faire, Arthur Lemahout. Oui, car avec 25 doses de ces petites gélules quotidiennes pour 1000 habitants, les Français restent champions d'Europe de la consommation d'antibiotiques. C'est près de 3 fois celle des Hollandais, par exemple. Un usage abusif ou inadapté, dénonce Santé publique France. Cette surconsommation favoriserait le développement de germes plus résistants dans le corps, l'autobiorésistance. Elle pourrait tuer plus que le cancer en 2050, prévient l'OMS. En France, elle serait déjà responsable de 12 500 décès chaque année. L'un des meilleurs moyens de s'en prémunir reste la bonne hygiène ou encore la vaccination. Enfin, selon le rapport, l'assurance maladie pourrait économiser jusqu'à 400 millions d'euros si la consommation d'antibiotiques est diminuée. Et on termine avec le tennis. C'est le coup d'envoi de la Coupe Davis. Nouvelle formule à Madrid. Les Bleus, emmenés par le nouveau capitaine Sébastien Grosjean, se préparent à entrer sur les cours demain. Ce sera contre le Japon. Et voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.